la cloche dans sa séance. Deux jeunes femmes, je le disais, Valérie. Bonjour Valérie, Valérie Castaldi. Bonjour. Vous travaillez chez Day by Day. Un mot de Day by Day et puis un mot de ce que vous y faites. Day by Day est une société de recherche. Nous travaillons à donner des conseils sur les marchés financiers, les indices, les actions. On est complètement indépendant, donc ce ne sont pas des conseils qui viennent de banques. Et on ne travaille pas non plus avec les mêmes méthodes que les banques, puisque nous n'utilisons absolument pas l'analyse fondamentale. Ce qui est surprenant, bien entendu, dans un salon comme Actionnariat, où l'État, toutes les entreprises sont là pour vous parler de leurs résultats financiers, ce sont des sujets qui ne nous intéressent pas du tout. Nous ne nous intéressons qu'au cours de bourse pour donner nos conseils. Voilà. L'analyse technique, le chartisme. L'analyse technique, le chartisme plus précisément, parce qu'il y a des branches d'analyse technique qui vont être plus concentrées sur l'utilisation d'indicateurs, donc c'est de l'analyse statistique. C'est des méthodes qui sont beaucoup utilisées par les hedge funds. Nous avons une approche qui est très ancienne et qui se concentre sur l'analyse du graphique, donc une approche visuelle. On va y revenir, mais un mot sur ce que vous faites. Vous êtes stratégiste. Alors qu'est-ce que c'est un stratégiste ? Le stratégiste est la personne qui fait le lien entre l'analyse et l'investissement, c'est-à-dire qu'à partir d'une analyse de marché, qui va dire le marché par exemple est haussier pour différentes raisons, on va réfléchir à que va-t-on faire avec son capital pour profiter de la hausse qu'on anticipe sur les marchés. Donc sur quel marché va-t-on investir, à quel moment et dans quelle proportion. Daniel Thoméadé, à vos côtés, chez BNP Paribas. Daniel, bonjour. Qu'est-ce que vous faites chez BNP ? On connaît BNP Paribas, mais Oui, pas besoin des infos. Qu'est-ce que vous faites ? Dans quel département travaillez-vous de BNP Paribas et qu'est-ce que vous y faites ? Alors, je fais partie de BNP Paribas Asset Management, donc dans la gestion d'actifs, et je suis responsable du développement d'ETF et de produits de fonds indiciels pour appliquer des indices sur beaucoup de classes d'actifs, et notamment dans la marque Easy ETF sur les ETF. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va voir que en fait, eh bien, la création d'ETF, de produits indiciels, ne s'arrête jamais. Et c'est là où votre métier aussi rejoint le thème de cette conférence, c'est-à-dire détecter les opportunités de marché. On commence avec vous, Valérie. Vous dites que c'est un métier très ancien, le chartisme. En quoi est-ce ancien ? Ça remonte à quand ? En fait, on a retrouvé les premières traces de chartisme remonteraient aux Phéniciens. En fait, le palais Brongniart n'existait pas à l'époque, les Phéniciens. Non, les marchés étaient vraiment sur les places publiques. Mais très rapidement, les marchands se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à enregistrer les transactions passées parce qu'il y avait un certain nombre de phénomènes qui se reproduisaient de façon récurrente. C'est-à-dire qu'ils avaient remarqué des comportements qui se reproduisaient en fonction de l'abondance ou la raréfaction de la matière première qu'ils étaient là pour échanger. Et en prenant des notes sur les prix et sur la récolte simultanée, ils ont réussi à en tirer un ensemble de règles. Et ce sont des méthodes qui se sont petit à petit affinées et qui ont traversé les âges. On trouve des tas de traces d'analyse technique dans différents pays dans le bassin méditerranéen, en Europe, et puis après aux États-Unis à partir du 19e siècle. Ça s'est grandement développé et on croit que l'analyse technique est américaine, mais en fait pas plus que venant dans d'autres pays. Alors ça veut dire que en fait, ça repose quand même sur la croyance que l'histoire se répète. Absolument. On part du postulat que l'histoire se répète et que donc ce qu'on a appris des comportements passés du marché pourra toujours se reproduire. Et l'histoire se répète parce que le comportement des opérateurs est stable dans le temps et qu'il influe beaucoup plus sur l'évolution des prix que les fondamentaux. Daniel, est-ce que vous utilisez cette méthode, le chartisme, pour anticiper le lancement, par exemple, de nouveaux ETF ? Alors moi, ça tombe très bien, je ne savais pas que c'était les Phéniciens qui avaient inventé. Je suis d'origine phénicienne, j'ai sûrement dû l'utiliser. Ça tombe très bien. Non mais j'y crois absolument. Je pense que ce n'est pas, on ne peut pas gérer sans utiliser le chartisme. Le chartisme reflète simplement l'attitude du marché, ce que pense le marché est reflété dans le chartisme. D'ailleurs, moi j'en ai fait depuis très très longtemps et je garde un très bon un exemple, si vous voulez, pour le chartisme, c'est qu'à un moment donné, je travaillais sur un desk dans une banque américaine et le meilleur trader avait fait des études de psychologie, donc c'est du behaviorisme, de l'étude du comportement du marché, alors que les autres avaient fait des études d'économie, il était beaucoup plus fort dans les charts. Mais pour revenir aux gérants, les gérants combinent les fondamentaux et le chartisme.
Je pense que pour utiliser des points d'entrée, pour compléter un petit peu vos décisions fondamentales, il est pour moi indispensable d'utiliser ces points. Ceci dit, moi je ne gère pas, je crée des fonds. Ouais, et on va y avec des revenir. indices. Mais alors Valérie, justement, si on rentre dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on détecte les opportunités? On va pas faire un cours, on va pas refaire toute l'histoire sur le chartisme, mais qu'est-ce qu'il faut savoir en gros pour ceux qui sont ici? Comment est-ce que le chartisme peut aider justement à rentrer à des prix intéressants ou au contraire vendre? Disons que s'il faut retenir deux choses que l'analyse technique apporte. La première chose, c'est identifier les tendances, parce on le répète continuellement quand on analyse technique, the trend is your friend. La tendance est votre ami, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le sens du marché, ça ne sert à rien d'aller contre le marché. Donc l'analyse technique est là pour repérer les tendances très tôt et vous permettre d'entrer dans une tendance tôt pour y rester jusqu'à un peu après qu'elle se soit retournée, c'est-à-dire pour en sortir et changer de sens au moment où la future tendance va se mettre en place. On est toujours un peu en retard, mais c'est nécessaire pour pouvoir être dans la tendance le plus longtemps possible. Ça, c'est la première chose que l'analyse technique fait. C'est ce à quoi les gens pensent naturellement parce que c'est la récompense. La récompense, c'est la longueur de la tendance, c'est ce qui va faire le profit. Pourtant, la chose la plus importante que l'analyse technique permet, c'est de mesurer le risque. Parce qu'une tendance, elle a ce qu'on appelle un point d'invalidation. C'est-à-dire que l'analyse technique explique qu'il y a des seuils particulièrement importants à respecter dans le marché, qu'il faut identifier sur le graphique. Parce que si ces seuils sont enfoncés, alors la probabilité que le marché se retourne et que ce ne soit pas juste une correction baissière avant une reprise de la hausse, cette probabilité devient très élevée. Donc il faut couper sa position. Et ça, c'est ce qu'aucune autre méthode d'analyse ne fournit. Et c'est la chose la plus importante. Alors Daniel, vous aussi, votre métier, c'est de chasser les opportunités, hein, de les anticiper. Vous avez un radar, alors vous allez expliquer comment ça fonctionne, pour lancer des nouveaux produits. Et j'imagine des produits qui sont porteurs. Hein. Vous ne voulez pas lancer des produits qui ne vont pas être favorables à vos clients. Comment est-ce que vous faites pour trouver des opportunités? Déjà, nous, sur le segment sur lequel on travaille, donc sur les produits type ETF, c'est très important de trouver des sous-jacents très liquides. Parce que comme expliquait Valérie, si le client voudrait utiliser le chartisme pour soit détecter des tendances, soit surtout ce qui est très important, les retournements, il faut absolument que le véhicule ETF ait derrière un sous-jacent qui puisse lui permettre d'avoir assez de liquidité pour soit suivre la tendance, rajouter sur sa position, se retourner, etc. Et puis, pour pouvoir savoir dans quel domaine on va faire de nouvelles créations, on va être attentif à deux choses. Les stratégistes, les analystes, leurs appréciations des zones sur lesquelles on va avoir des nouveautés. La décorrélation, la diversification dans un portefeuille nous a amené, par exemple, à aller beaucoup plus sur des marchés émergents, sur des nouvelles classes d'actifs comme les Vous créez matières combien premières. de nouveaux produits par an dans la catégorie ETF? Il y a beaucoup de ETF qui se sont créés. Ils ont commencé en 2001-2002 en Europe et le pas de création était assez élevé à partir du moment où on est sorti de CAC 40, Eurostoxx, etc. Par année, il y a eu une moyenne de création de 15 à 20 ETF par émetteur par an sur des classes d'actifs différentes et chaque classe d'actifs est arrivée avec des besoins justement du marché relatés par les clients. Par exemple, l'obligataire après la crise s'est beaucoup développé dans les sous-sections d'obligataires. L'obligataire souverain, l'obligataire corporate, le crédit, des produits d'inflation. Vous n'allez pas lancer des produits sur l'inflation quand on vous parle de déflation. Il y a un côté marketing aussi, c'est-à-dire on voit ce que font les petits copains, on fait la même chose, on se dit qu'il y a des modes, alors on parle des émergents, donc il faut avoir un ETF brésilien, un ETF chinois. Alors après, c'est ce qui est décliné par rapport à une classe d'actifs dans le sens de tous les indices qui existent sur cette classe d'actifs. Sont-ils valables? Sont-ils exploitables? Et si vous en choisissez un, peut-être que ça fait du sens qu'un autre émetteur en choisisse un autre qui est plutôt complémentaire. Et puis, ce qui se fait beaucoup, c'est, par exemple, on donne l'exemple des marchés émergents. On a commencé avec la classe BRIC, Brésil, Russie, Indochine. Aujourd'hui, on regarde beaucoup plus les pays type Nouvelles Frontières, comme les pays Vietnam, Égypte, Kazakhstan, etc. Ça existe déjà ou c'est dans les tuyaux, ça? Non, ça existe déjà. On l'a fait il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Qu'est-ce qu'il y a dans les laboratoires de BNP? On peut regarder d'autres classes d'actifs, comme des devises. On avait fait
Les devises aujourd'hui, c'est enfin voilà, si on aborde le marché émergent, c'est tout à fait, enfin c'est pas un effet de mode, mais c'est tout à fait justifié d'avoir des produits, des véhicules sur des devises des marchés émergents. Parce qu'aujourd'hui, on offre les marchés émergents en dollars ou en euros, mais la plupart de la performance vient aussi des devises. Donc il faut absolument. Donc ça va être 2011, hein. Ça va être la collection printemps-été des 2011. projets 2011. Mais on est très 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 attentif aux besoins des gérants qui sont beaucoup de nos clients, enfin en Europe le marché ETF c'est 80% des institutionnels et des gérants, 20% du particulier. Et je pense que quand vous voyez des choses se développer qui ont été dictées ou commandées par les gérants, par leurs besoins de diversification, dictées par la volatilité du marché, dictées par les nouvelles zones qui sont développées et sur lesquelles il y a du potentiel, comme ceux dont je parlais, les Next 11, de nouveaux marchés, je pense que ça fait du sens pour le particulier de s'y intéresser puisque le gérant s'y intéresse. Très bien, merci à toutes les deux pour cette présentation. On va passer la parole à la salle. J'imagine que vous êtes nombreux, en tout cas, que vous avez autant de questions que vous êtes nombreux.